Dans très exactement 211 jours, Paris accueillera les Jeux Olympiques, un événement planétaire qui donne quelques sueurs. 30 000 policiers et gendarmes seront mobilisés chaque jour. Cela suffira-t-il à écarter les menaces? C'est la question du grand angle. Nicolas Hernandez, expert en cybersurveillance, bonjour. Vous êtes aussi le fondateur de l'entreprise Aleph Networks. Merci d'être avec nous. Alors Paris promet une cérémonie olympique grandiose, unique. Elle va se dérouler sur la Seine. La Ville Lumière se prépare pour la plus grande fête populaire. Je reprends à dessein les éléments de langage. Le COJO, le comité d'organisation, veut briser les codes, révolutionner les Jeux. Très bien, mais en même temps, il y a une petite musique en sourdine qui dit « Attention, il y a des risques qui pèsent sur la sécurité ». Nicolas Hernandez, je l'ai dit, vous êtes expert en cybersurveillance. Cette cérémonie d'ouverture hors stade, sur un périmètre aussi long, avec une foule sur plusieurs centaines de mètres, est-ce que ça vous inquiète ou pas ? Oui, ça doit nous inquiéter. Effectivement, c'est un événement qui est une opportunité dans un contexte qui est très numérisé, avec une augmentation très forte des menaces cyber depuis le début d'année, qui s'est renforcée depuis le mois de septembre. Vous remarquez une activité plus importante ? Oui, nous remarquons depuis le début d'année une augmentation très forte sur toute l'activité d'attaque cyber. Et il faut bien comprendre qu'en fait, ces attaques cyber, ce sont des moyens. C'est-à-dire que derrière ces attaques cyber, les cibles, elles sont bien réelles. Et c'est ce qu'il faut... Vous voulez dire que c'est ce qui se passe, l'activité sur Internet, sur le dark web, c'est du concret, ce n'est pas uniquement une activité sur le net. Oui, parce qu'on voit souvent l'activité cyber comme quelque chose de virtuel, c'est-à-dire des attaques de systèmes d'information, mais c'est aussi le lieu de lien entre humains. C'est-à-dire que le dark web sert à des activistes violents pour communiquer. Et ces activistes, c'est monsieur et madame tout le monde. Pas tout à fait tout de même. Mais d'abord, est-ce que le COJO, le comité d'organisation, est préparé pour préparer à la fois cet événement, mais aussi pour parer aux éventualités d'attaque? Alors, à date, ce n'est pas la sensation que l'on a. Effectivement, et je rejoins ce qui se passe pour les transports avec Anne Hidalgo et Valérie Pécresse qui ont levé une alerte sur la capacité des transports. Je ferai la même sur la partie cyber. Je pense qu'il y a tout un pan de l'activité cyber et justement cette partie activisme violent qui n'est pas ou très peu prise en compte à date. Pourquoi ? Enfin, quelles sont les dispositions connues à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui a été prévu par le COJO? Alors, il y a une certaine opacité. Ils font appel à vous? Ils font appel à des experts, par exemple? Alors, ils font très peu appel, a priori, à des industriels français. Et c'est bien aussi une part du problème. C'est sur toute la partie veille cyber au sens large. Aujourd'hui, ceux qui ont été sélectionnés, c'est une filiale de Cisco, qui travaille donc sur la surveillance du dark web, mais qui a des méthodologies qui ne sont pas adaptées. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font exactement? Enfin, quelle est leur spécialité? Ils vont aller cibler des forums de hackers, pas nécessairement des activistes, en plus, comme on l'entend maintenant. C'est là où je fais une différenciation. Et ils vont pénétrer ces forums avec des technologies de hack pour en retirer de l'information. Ça, d'une part, c'est incomplet, parce que comme je le dis, il n'y a pas que les cyberattaquants, il y a aussi les activistes qui utilisent la cyber pour faire des attaques physiques. Vous voulez dire que Cisco, cette filiale américaine, ne sait pas faire de la surveillance, de la veille sur le dark web? Ce n'est pas leur travail. Et en plus, les méthodes qu'ils utilisent sont illégales en France. C'est-à-dire, sur quel point? Sur la partie, aller hacker des forums de hackers pour retirer de l'information, c'est illégal en France. Donc non seulement ils ont une vision incomplète, parce qu'ils vont cibler des groupuscules cyber, mais en plus, le COJO s'achète un risque juridique. Quels sont les profils de ces... alors, on comprend bien qu'il y a un risque, mais quel est ce risque d'abord ? Alors c'est pour ça que j'utilisais l'expression « c'est monsieur et madame tout le monde ». Je pousse un petit peu le trait, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un contexte de tension sociale en France, de tension sociale géopolitique, que ce soit en Ukraine ou sur le conflit
palestiniens. Ces groupements utilisent le dark web et le web au sens très large pour communiquer, pour s'organiser. Et donc, dans ces profils, on va retrouver ce type d'activisme avec des ultra-écologistes violents. Il y en a une grande partie en France, mais aussi au niveau mondial, qui utilisent le dark web pour s'organiser pour des actions physiques. Vous allez vous retrouver aussi avec des néo-nazis qui vont avoir d'autres pratiques. On va plutôt être proche de pratiques qui correspondent plutôt à des actions de Daesh, qui vont être de la propagande, pour permettre aux gens de se donner de bonnes raisons de rentrer dans l'action. Et on va se retrouver avec des attaques cyber plus conventionnelles qui sont des attaques techniques, qui sont moins corrélées avec le réel et qui vont travailler sur l'image et sur l'attaque de l'infrastructure numérique du COJO. Mais alors avec ces différents profils, qui doit-on le plus craindre ? C'est difficile à dire. C'est très difficile à dire. On sait qu'on a certaines actions qu'on va être capable d'anticiper si on fait l'effort de compréhension de ces organisations. Et dans le cadre de Daesh ou des néo-nazis, ça va être plus compliqué parce que ils ne s'organisent pas de cette manière-là. C'est par la propagande. C'est-à-dire qu'ils agitent un chiffon rouge en espérant que quelqu'un dans la société s'en saisisse pour faire une action violente, c'est ça que vous voulez dire ? Quelqu'un qui est en très grande difficulté psychologique, qui est dans la rancœur, qui va saisir cette opportunité pour passer à l'action, alors que sur de l'activisme violent, on va plutôt être sur une construction d'actions politiques pour déstabiliser un État. Et donc ils sont plus organisés ? Comment ça s'organise sur ces forums ? Enfin, quels sont leurs moyens d'action ? Alors dans le cas de l'activisme, on va dire plus conventionnel mais violent, on va retrouver des forums, des agendas où les gens vont suivre des formations d'anonymat sur Internet pour pouvoir communiquer en toute sécurité. En toute sécurité, on va identifier des tutoriaux. C'est ce que permettent nos outils, c'est d'identifier cette matière-là. Et typiquement, vous allez trouver des tutos qui vont permettre de savoir comment perturber un aéroport tout en limitant les risques légaux autour de cette action-là. Du côté de Daesh, on va plutôt être sur des canaux de propagande, c'est-à-dire de communication qui n'a qu'un seul sens. Historiquement, c'était sur Telegram. Aujourd'hui, Daesh a évolué. Les néo-nazis aussi, ça passe par des chats privés ou par récemment une messagerie chiffrée suisse. Et vous êtes capable d'aller sur ces messageries chiffrées ou sur ces forums de chat ? Alors non, parce que nous travaillons en conformité avec la législation française, c'est-à-dire que notre capacité, c'est de cartographier, c'est de comprendre quels outils sont utilisés et pour quels motifs. Nous n'allons pas rentrer dans ces forums, nous allons mettre à disposition de l'État, à des personnes dont c'est le travail, de faire ce travail de pénétration et d'infiltration. Notre travail, c'est vraiment de... Vous faites de l'espionnage dans le dark web, en fait, c'est ça ? Alors, non, c'est pas de l'espionnage. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de surveillance de masse. Oui. Voilà, on va être en capacité, avec notre moteur de recherche, d'identifier ces points d'entrée-là. Et selon la question qu'on va poser au moteur de recherche, les personnes habilitées vont être en capacité de trouver les bons points d'entrée et de comprendre les fonctionnements de ces groupements. Alors, on a bien compris que les installations, les stades vont être relativement bien protégés. Je rappelle qu'il y a 30 000 policiers et gendarmes qui, chaque jour, vont être sur le terrain pour surveiller. Ça, ces installations-là seront surveillées. Mais comment surveiller, contrôler ou anticiper tous les attroupements aux abords des stades, des installations ? Comment faire ? Est-ce qu'on a les moyens d'anticiper ? Alors, je pense qu'on peut en anticiper une grande partie en essayant de comprendre le fonctionnement de ces groupements. Et pour comprendre, il faut connaître, il faut cartographier, il faut voir. Dans le cadre de Daesh ou de groupements qui sont dans la propagande, c'est très complexe parce qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'organisation. Aujourd'hui, les groupements activistes violents, autres que ceux que je viens de citer, sont bien dans une phase d'organisation. Typiquement, un groupement très connu
activistes violents, hein, je parle bien de ces activistes-là, avaient construit tout un organe de communication et d'organisation français, et c'est remonté au niveau monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait, je crois, 120 sites en France, sites web, hein, avec des liens répartis sur toute la France. C'est remonté au niveau monde où il y a 300 groupes. Donc on voit bien qu'il y a une structuration par le haut de ces groupements. Et c'est en infiltrant ces réseaux-là aux bons endroits qu'on va être capable d'anticiper certaines de ces actions. Aujourd'hui, le COJO n'est pas en mesure de le mettre en place. En tout cas, pas avec l'outil de la filiale de Cisco. Est-ce qu'il y a un risque qui pèse sur les athlètes, par exemple, avec la fuite des données ? Alors oui, c'est aussi un des sujets, c'est que le COJO embarque beaucoup de fournisseurs qui eux-mêmes embarquent des données des athlètes, mais aussi des données du COJO. Et une des grandes complexités, c'est que aujourd'hui, l'ensemble, tout l'écosystème des fournisseurs fait partie des cibles pour les JO. Il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, les fournisseurs des JO sont déjà attaqués par des ransomware. Et c'est massif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que l'année dernière, il y a eu 2500 attaques par ransomware. Cette année, c'est 5000. Les 30 derniers jours, c'est 500. Et il faut multiplier ce chiffre, si on veut connaître le nombre de victimes réelles, par 300. C'est-à-dire quand il y a une attaque de fait cyber par ransomware, ça embarque l'ensemble des données des clients et des fournisseurs. Qui pourrait attenter à la sécurité des athlètes, par exemple ? Alors, je pense tout particulièrement aux groupements néo-nazis qui sont très compétents et très présents sur le dark web, qui ont déjà en cours de discussion l'identification d'athlètes de couleur qui vont être présents sur les JO. Et là-dessus, il y a une prise de conscience de la part des organisations de Paris. À ma connaissance, non. C'est-à-dire que ce qu'on voit, nous, c'est très récent. En fait, ça va très, très vite. Cette augmentation est très violente. On voit une augmentation du nombre d'attaques, mais aussi de la qualité des attaques. Est-ce qu'il y a vous constatez un pic, par exemple, dans le trafic des armes aussi ? On constate une augmentation du trafic des armes qui est liée peut-être aussi au contexte ukrainien, où on sait que quand il y a une guerre, il y a un trafic d'armes secondaire qui effectivement se retrouve sur le dark web. Mais on trouve aussi dans toutes ces attaques, dans toutes ces données qui sortent, une augmentation de la capacité d'attaque. Il faut bien savoir que ces données qui sortent sont des opportunités d'attaque pour les fournisseurs et pour le COJO. Et ce qu'on ressent et ce qu'on voit même aujourd'hui, c'est que le COJO est très concentré sur son système, mais pas sur l'écosystème complet de l'ensemble des fournisseurs. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il faudrait très rapidement que Gérald Darmanin, qui est en première ligne sur ce sujet, prenne conscience qu'il reste très peu de temps. On a encore quelques semaines pour s'organiser, mais on manque d'outils. Il y a beaucoup d'acteurs français et des compétences françaises qui sont disponibles sur le marché pour répondre à ces besoins-là. Et je pense qu'il est urgent de les solliciter pour travailler ensemble à la sécurisation de ces JO. Merci beaucoup, Nicolas Hernandez, d'avoir répondu à nos questions.